Amis Renardo, aujourd'hui je vous propose de descendre dans les donjons et ce avec le jeu Erune. Alors ici on est sur un jeu de dungeon crawler avec la présence d'une application, c'est pour 1 à 5 joueurs et avec des parties d'environ 1 heure, 2 heures par scénario. Dans Erune, vous incarnez une bande d'aventuriers qui décident d'explorer des donjons, et ce sous la menace d'un maître des ombres qui va orchestrer tout un tas de pièges contre vous et lancer des monstres. Et la grosse particularité du jeu, c'est qu'il est piloté par une application qui va à la fois gérer les événements aléatoires, qui vous définira les trésors que vous allez pouvoir trouver ou encore les pièges que vous allez activer. Et cerise sur le gâteau, cette application va pouvoir répondre à toutes vos questions de règles en temps réel. Et plutôt que de jouer des scénarios isolés, vous allez vivre une campagne composée de 10 scénarios dans cette boîte de base. Donc entre chacun, vous allez conserver à la fois vos points d'expérience que vous aurez gagnés, mais également les talents et les équipements récupérés. Et je vous propose dans un premier temps de revoir les règles revisitées des runes avant de s'attarder sur les différentes extensions du jeu. Et Rune vous propose 4 modes de jeu. Un mode maître des ombres où l'un d'entre vous incarne le maître des ombres tandis que les autres joueront des aventuriers. Ici on est plutôt sur une lutte asymétrique où chacun poursuit ses propres objectifs. Vous aurez autrement un mode solo coop où vous incarnerez tous les aventuriers et le maître des ombres sera géré par l'application. À côté de ça, le jeu vous propose des quêtes personnalisées, où vous pourrez créer vos propres quêtes, et un mode arène où vous allez devoir affronter des vagues de monstres pour obtenir des récompenses. Mais dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les 2 premiers modes. Comme dit précédemment, vous serez accompagné de l'esprit des runes qui est représenté sous la forme d'une application. Il fera office de narrateur en vous annonçant les différents événements, vous détaillera ce que vous trouvez en effectuant des fouilles, ce que vous subirez lorsque vous déclenchez des pièges, etc. Lorsque vous démarrez une quête, il vous introduira le contexte, vous révélera vos objectifs et vous dévoilera le plan du donjon. Vous placerez ainsi les différents éléments représentés sur la partie de gauche. Dans le menu en haut, vous avez 4 onglets. Le premier représente la boîte de dialogue avec l'esprit des runes. Le second recense les différents événements que vous allez pouvoir activer. A noter que vous pourrez également directement vous y rendre en cliquant sur l'élément en question sur la carte. À côté, vous avez tout ce qui concerne les portes et les trappes. Encore une fois, vous pourrez directement vous y rendre en interagissant sur un élément de ce type sur la carte. Et enfin, le dernier onglet concerne le maître de l'ombre avec les événements et les actions. Également en bas à droite se trouve le menu des actions. Vous pourrez ainsi renseigner à l'application vos attaques, vos fouilles, pièges, etc. On va à présent s'intéresser aux aventuriers que vous allez pouvoir incarner. Vous avez 4 classes dans la boîte de base avec la guerrière, le gardien, l'archer et la magicienne. Et l'extension Light and Darkness introduit 2 nouveaux personnages avec la chasseuse de démons et le moine. Chaque aventurier vient avec sa fiche recto verso, où vous retrouverez d'un côté le rappel de vos points de vie, stamina pour utiliser des cartes talents et votre mana. Votre valeur de déplacement qui sera en général de 4 cases plus 1 des 6 par tour, et un rappel de votre attaque et défense de base qui sera d'un dé noir. Certaines classes comme l'archer ou la magicienne octroient également des sorts. Tout cela est reporté sur votre fiche héros. Vous retrouverez également votre inventaire avec au dos de la feuille vos talents, sorts maîtrisés et quêtes accomplies. De l'autre côté, vous allez retrouver vos 3 aptitudes. Comme par exemple avec l'archer, vous allez pouvoir bénéficier de sorts de telluromancie. Pour 1 mana, vous allez pouvoir modifier le résultat d'une attaque à distance. Et vous pourrez vous déplacer en diagonale. Il faut également savoir qu'ils viennent tous avec un deck de 16 cartes talents. Au début de l'aventure, vous ne maîtrisez que les 2 talents coup bas et bonne fortune, mais vous en gagnerez d'autres au fur et à mesure que vous allez monter de niveau. Vous allez retrouver 7 types de talents. Offensif en rouge pour améliorer les actions de combat. Défensif en bleu pour améliorer votre défense. Tactique en vert pour améliorer toutes les actions. Réaction en orange que vous allez pouvoir utiliser lorsqu'une condition intervient. Magique en turquoise pour renforcer vos sorts. Malédiction en violet pour le maître des ombres afin d'augmenter le pouvoir des ombres, et donjon en gris pour influencer l'environnement contrôlé par le maître du jeu. Ces cartes sont utilisables une fois par tour en dépensant la quantité de stamina indiquée en haut à gauche de la carte. Ce stamina, vous pourrez le gagner au cours du jeu via vos lancers de dés. Certains talents ont des prérequis qui vous demanderont de maîtriser d'autres talents avant. Vous retrouverez également en bas des étiquettes qui guideront votre aventurier vers une classe permettant ainsi de vous spécialiser dans un style de jeu. Ainsi l'archer peut opter pour un style tireur d'élite, archer-mage ou bien druide. Mais on en reparlera plus tard au moment de parler de l'extension héroïque des runes. Comme dit précédemment, certaines classes comme la magicienne ou l'archer bénéficient de sorts.
Ces sorts sont représentés via ces mini plaquettes où vous en retrouverez 3 qui pourront être utilisés qu'une seule fois par quête, moyennant du mana. Un mana pour les sorts de rang 1, 2 pour les sorts de rang 2 et 3 pour les sorts de rang 3. Maintenant qu'on a vu les différents protagonistes, on va voir comment se déroule une quête. Alors une quête c'est une succession de manches jusqu'à ce que l'un des camps parvienne à remplir son objectif. Et chaque manche est décomposée en 3 phases, avec une phase de l'esprit des runes, où l'application révélera de nouveaux événements en fonction de vos précédentes actions. Il y aura ensuite la phase du maître des ombres, où le joueur qui l'incarne pourra effectuer des actions. Et enfin, c'est au tour des aventuriers de jouer, et vous débuterez sur une nouvelle manche. Pour rappel, si vous jouez en coop, c'est l'application qui gère le maître des ombres. Lors de la première phase, l'esprit des runes vous dévoilera des petites surprises. Et ensuite, c'est au tour du maître des ombres de s'activer. Alors soit vous jouez en mode solo ou bien coop, et dans ce cas-là, c'est l'application qui va gérer toute sa phase, ou bien c'est l'un d'entre vous qui l'incarne, et dans ce cas-là, il va pouvoir effectuer des actions afin de remplir ses objectifs. Au début de cette phase, le maître des ombres va gagner des points d'invocation. Il y aura alors une liste qui sera proposée avec des monstres disponibles moyennant un coup d'invocation. Mais attention, un même monstre ne vaut pas toujours le même nombre de points. Le maître des ombres pourra alors choisir les monstres qu'il souhaite invoquer dans une zone. Ensuite, dans l'ordre de son choix, il va pouvoir les activer en les faisant déplacer et attaquer. Mais on verra ces deux actions plus tard étant donné qu'elles suivent le même principe que les actions des héros. En tout cas, chacun d'eux vient avec sa carte, où vous allez pouvoir retrouver les statistiques de celui-ci et ses aptitudes. À côté de ça, vous pourrez utiliser vos talents et aptitudes et poser des pièges. Et pour terminer, c'est au tour des aventuriers d'effectuer leur action, dans l'ordre de votre choix. Chacun d'eux a 2 actions de base, en plus d'actions gratuites possibles, sans oublier l'utilisation de vos cartes talents. Et il faut savoir que les actions de base sont réalisables une seule fois par tour. Tout d'abord, comme action de base, vous allez pouvoir vous déplacer. Une fois par tour, donc, vous pourrez lancer un dé violet et rajouter 4. Cela va alors représenter votre valeur de déplacement. Pour rappel, la valeur de déplacement des monstres est indiquée sur leur carte, aucun dé n'est lancé pour eux. Un déplacement se fait sur des cases orthogonalement adjacentes, et il est interdit de traverser ou de s'arrêter sur une case occupée par un obstacle, représenté par du décor ou des ennemis. Il est par contre possible de traverser un allié, mais vous ne pourrez pas vous y arrêter sur sa case. Les portes et trappes s'ouvrent pendant votre déplacement, sauf si elles sont verrouillées, et vous ne pourrez pas terminer votre déplacement sur une trappe. Deuxième action de base que vous allez pouvoir faire, c'est une action de combat. Vous pourrez ainsi faire une attaque de mêlée, à distance, lancer un sort, ou bien faire une attaque hybride. Vous devrez pour cela faire un jet d'attaque en lançant des dés qui peuvent être de 4 couleurs, noir, orange, rouge ou bleu, et ces lancers dépendent de l'arme utilisée. Par exemple, une guerrière équipée d'une épée large lancera 3 dés noirs. Chaque crâne obtenu inflige un dégât à la cible, tandis que chaque éclair octroie un stamina au héros. Pour se défendre d'un jet d'attaque, les personnages vont faire un jet de défense en lançant autant de dés que leur protection leur permette. Attention, certains dégâts sont imparables et aucun jet de défense n'est réalisé. Chaque bouclier obtenu bloque un dégât subi. Les personnages ont également une orientation avec une zone d'attaque définie par les cases avant, gauche et droite. C'est dans cette zone qu'une attaque de mêlée peut être réalisée. La zone de défense quant à elle est définie par les 8 cases autour du personnage, et les 3 cases arrière représentent également la zone de dos. Une attaque de mêlée ou à distance qui traverse l'une de ces 3 cases est considérée comme une attaque dans le dos. Certains talents comme Kuba nécessitent justement cette condition. Pour réaliser une attaque de mêlée, vous devrez choisir une cible se trouvant sur une case dans votre zone d'attaque, avant de faire votre jet d'attaque. Ici, toujours avec ma guerrière équipée de son épée large, elle va lancer 3 dés noirs. Elle obtient ainsi 2 crânes et un éclair. Elle gagne donc un stamina et inflige 2 blessures. L'or qui lui fait face se défend et va lancer ses 2 dés noirs en plus de son bouclier permanent, et obtient un crâne et un éclair. Ce dernier fait donc gagner un stamina au maître des ombres, et le bouclier annule l'un des dégâts. Il subit au final une blessure et perd son seul point de vie. Lorsqu'un monstre est tué, sa figurine est retirée du plateau et l'aventurier gagne les points d'expérience indiqués sur la carte du monstre, ici 6 points d'expérience. Lorsque votre personnage fait ou subit une attaque de mêlée, il est alors engagé au combat. Vous ne pourrez alors pas effectuer d'attaque à distance et utiliser certains talents. A noter que les attaques dans le dos et les dégâts éclairs qu'on voit juste après n'engagent pas au combat. Certains sorts et talents de réaction jaune infligent des dégâts éclairs. Ces dégâts suivent des règles différentes des attaques classiques. Pour cela, vous allez faire un jet d'attaque éclair, et chaque symbole éclair inflige une blessure au lieu de faire gagner de la stamina. Pour rappel, subir des dégâts éclairs n'interrompt pas l'action et n'engage pas au combat.
Pour se défendre, la cible doit faire un jet de défense éclair, en lançant autant de dés que de dégâts éclairs subis. Chaque bouclier annule un dégât, chaque crâne fait perdre un point de vie, et chaque éclair octroie un stamina. Si votre personnage le peut, il pourra à la place effectuer une attaque à distance, à condition d'avoir aucun ennemi sur une case adjacente. Vous devrez alors choisir une cible en ligne de vue. Vous avez une ligne de vue sur un ennemi si vous pouvez tracer une ligne droite entre le centre des deux cases sans qu'aucun élément vienne interférer. Les ennemis alliés et tables ne bloquent pas la ligne de vue. Et bien sûr, les cases au dos d'un personnage sont hors vue. A l'instar d'une attaque de mêlée, vous allez faire un jet d'attaque suivi du jet de défense de la cible, avant d'appliquer les résultats. Autre type d'attaque que vous allez pouvoir faire, c'est lancer un sort. Vous devrez choisir l'un de vos sorts disponibles en dépensant le mana demandé et vérifier que la portée du sort soit respectée. A noter que le lancement d'un sort est toujours une réussite. Il s'agit d'une attaque hybride, c'est-à-dire que vous pourrez le lancer aussi bien au corps à corps qu'à distance. Et les sorts sont à usage unique pendant la quête. On passe à la troisième action de base que vous allez pouvoir réaliser et qui est la fouille. Fouiller vous permet d'interagir avec un meuble, tafle, coffre et autres afin de trouver des trésors. Pour cela, vous devrez utiliser le menu action de l'application afin qu'il vous annonce ce que vous trouvez. Chaque meuble ne peut être fouillé qu'une seule fois. Et enfin, vous pourrez vous reposer un feu de camp. Cela vous offre une phase de repos pendant votre aventure afin de gagner des niveaux et reprendre des forces. Vous avez pour cela à disposition un jeton feu de camp utilisable une fois par quête. Pour l'utiliser, vous devrez être réunis dans la même salle et sans aucun monstre. Vous poserez alors le jeton feu de camp sur 4 cases libres avant d'utiliser le menu de l'application. Chaque aventurier lui indique ses points d'expérience et l'application annonce les potentiels gains de niveau et autres bonus. Lorsque vous montez de niveau, l'application vous révélera vos nouvelles caractéristiques, le rang des armes et de protection. Vous avez également de nouvelles cartes talents à choisir parmi le deck en respectant les prérequis. Comme dit précédemment, en plus des 4 actions de base, vous aurez le droit d'effectuer des actions gratuites que vous allez pouvoir faire à tout moment durant la phase. Vous pourrez ainsi déclencher un événement et rune via l'application pour progresser dans l'histoire. Cela sera parfois des rencontres avec des PNJ. Vous pourrez ouvrir une porte en le renseignant sur l'application. Attention, si vous le faites, vous devez obligatoirement la franchir en vous déplaçant d'une case. Vous devrez donc avoir des points de déplacement restants. Vous pourrez boire une potion ou utiliser une rune une fois par tour. Les potions et runes ont divers effets selon la catégorie. A noter qu'utiliser une rune vous coûtera un mana. Vous pourrez également consommer une substance en votre possession en le renseignant sur l'application. Ce dernier vous précisera l'effet. Vous pourrez passer un pacte avec les ombres durant votre phase en utilisant le menu de l'application. Vous pourrez ainsi lancer 3 dés bleus, chaque éclair vous donne un mana et chaque crâne vous octroie un point de vie. Ou bien vous pourrez faire une résurrection si vous n'avez plus de points de vie. Vous allez alors tous les récupérer en réduisant les points d'expérience des objectifs de quête en les donnant au maître des ombres. Lorsque vous passez un pacte, vous recevrez un nombre de cartes ombres correspondant au prix du pacte. Chaque stamina possédé ou généré sont posés sur la carte ombre et ne peut plus être utilisé. Dès que la carte ombre est remplie, les 3 staminas sont récupérés par le maître des ombres et la carte retourne dans la pile. A noter que vous ne pourrez plus passer de pacte si vous avez 3 cartes ombre. Dans le jeu, les aventuriers et le maître des ombres ont la possibilité de poser des pièges, violet pour le MO et bleu pour les aventuriers. Chacun des camps ignore les pièges de sa couleur. Lorsqu'un aventurier se déplace sur un piège du maître des ombres, il le déclenche et doit le renseigner à l'application, qui va alors annoncer les effets. A contrario, les pièges des aventuriers sont déclenchés lorsqu'un ennemi se déplace dessus, et ils subissent un des jaunes dégâts imparables. A savoir que déclencher un piège interrompt le déplacement. En tant qu'action gratuite, un héros peut en désamorcer un en lançant un dé bleu. Si vous n'obtenez aucun éclair, le piège est déclenché et vous devrez le renseigner à l'application. Sur un éclair, le piège est désamorcé et l'aventurier gagne 2 XP. Et sur 2 éclairs, 2 pièges adjacents sont désamorcés et le héros gagne 6 XP. Et si jamais au cours de la partie l'un des héros meurt, c'est-à-dire qu'il n'a plus de points de vie, il ne pourra plus effectuer d'action ni être soigné. Dans ce cas-là, 2 choix possibles. Soit attendre l'assistance d'un autre aventurier qui utilise un objet ou un sort pouvant le ressusciter, soit faire un pacte de résurrection avec les ombres. Si aucune des 2 options n'est choisie, c'est la fin pour lui. Les points d'expérience sont conservés, mais il ne gagnera pas ceux liés aux objectifs de quête. Donc à présent, vous avez les règles pour le maître des ombres. Mais si vous décidez de jouer en coop ou bien en solo, toute la phase du maître des ombres sera gérée par l'application.
Au début de son tour, l'application vous précise les monstres invoqués, leur comportement ainsi que les talents et aptitudes utilisés par ceux-ci. Et lors de la phase des aventuriers, vous devrez renseigner à l'application les combats que vous faites et les talents, sorts ou objets que vous utilisez dans le menu. Cela permettra à l'application de mémoriser vos actions. Et Rune propose également l'extension héroïque qui apporte son lot de nouveautés, comme par exemple 8 nouvelles quêtes secondaires qui vont s'intégrer à la campagne principale. Ces quêtes secondaires introduisent un bestiaire dédié, trolls, fielons, chevaucheurs gobelins et bien d'autres ennemis. Elle propose également 3 classes héroïques à chaque personnage qui lui sont propres. Chaque talent apporte son lot d'étiquettes. Dès lors que vous possédez 10 mêmes étiquettes, vous débloquez la classe associée. Par exemple, si je possède 10 étiquettes As avec la guerrière, je débloque la classe Assassin. Vous noterez alors le nom de la classe sur votre feuille et vous placerez la nouvelle fiche de classe à côté, qui vous octroie 3 nouvelles compétences en plus des modifications de caractéristiques. Ici, plus en stamina et en mana, et vous ne pourrez plus utiliser d'armes ou de protection lourde. Vous pourrez cependant équiper des couteaux de lancer. En plus de cela, vous aurez accès à 3 nouveaux talents héroïques que vous allez pouvoir maîtriser par la suite. L'extension apporte également des grands monstres qui occupent plusieurs cases au lieu d'une seule. Pour déplacer une figurine de ce type, vous choisirez une case du socle comme case de référence et vous déplacerez ensuite la figurine en respectant les règles classiques. Aucune case du socle ne peut traverser une case occupée par un obstacle, une porte n'étant pas considérée comme un obstacle. Et un grand monstre ne tombe dans une oubliette que si toutes les cases sont dessus au moment du déplacement. Et on va à présent s'intéresser à l'extension Light and Darkness, qui est une grande extension proposant une nouvelle campagne de 6 quêtes, en plus de contenu supplémentaire. Vous allez retrouver la présence de 13 nouveaux monstres inédits, ainsi qu'un nouveau type de dé qui est le dé maudit en violet. Celui-ci sera utilisé au cours des quêtes, à la fois par les aventuriers et par le maître des ombres. Vous retrouverez dessus des dégâts classiques et ce symbole de cœur brisé. À chaque fois que vous obtenez un symbole de ce type, l'aventurier en question va perdre un point de vie qu'il va donner au maître des ombres. Et si c'est ce dernier qui obtient ce symbole en lançant le dé, il va pouvoir cibler un aventurier qui va alors lui donner un point de vie. Ces points de vie volés sont placés sur un plateau tuile de sang corrompu. Le maître des ombres a désormais une réserve qu'il va pouvoir utiliser pour jouer des cartes fléaux. Et ces cartes fléaux, au nombre de 12, sont placées en une pile au début de la partie. Au début de la phase des maîtres des ombres, s'il a moins de 3 cartes en main, il en pioche une. Ces cartes peuvent être jouées à tout moment, quelle que soit la phase en payant le nombre de points de vie indiqués depuis la réserve. Vous effectuerez bien sûr son effet et elle est ensuite replacée sous la pile. A noter que vous pourrez également défausser vos 3 cartes en main pour gagner un point de vie corrompu. Vous retrouverez également 2 nouveaux personnages. La chasseuse de démons qui a une mécanique autour du fouet et de l'arbalète. Au niveau 1, vous maîtrisez les compétences de ces 2 armes, de rang 1. Vous pourrez durant la phase d'aventurier jouer une carte fouet par tour en tant qu'action gratuite. Vous devrez cependant payer le coût en mana indiqué sur la carte. La cible doit également se trouver dans la zone d'attaque du fouet. À côté de ça, durant votre tour, vous pourrez utiliser votre arbalète pour une action de combat. Pour cela, vous allez piocher autant de cartes que vous le souhaitez depuis votre deck arbalète, une par une. Mais si une carte enrayement est piochée, toute l'attaque échoue. Si votre attaque est réussie, vous allez répartir toutes les cartes arbalète entre les ennemis à vue et vous lancerez les dés indiqués sur chaque carte. Et le deuxième personnage est le moine, qui au niveau 1 maîtrise les sorts clair astral de rang 1. Pour une action gratuite, le moine peut utiliser autant de cartes clair astral qu'il le souhaite. Vous devrez à chaque fois payer le coût en mana de la carte ainsi que le coût en équilibre lumière ou ténèbres. Vous commencez la partie avec 3 jetons équilibre côté lumière et à chaque fois que vous en utilisez, vous retournerez le jeton sur son autre face. Ainsi, dans cet exemple, je peux jouer 7 cartes pour 1 mana et 2 jetons ténèbres. Je peux poursuivre avec l'utilisation de celle-ci, élan céleste, en utilisant 1 mana supplémentaire et en retournant mes 3 jetons lumière. Et enfin, de nouveaux meubles vous seront proposés au cours de votre aventure. Vous aurez la table d'alchimie, où une fois par quête pour une action de base, vous pourrez créer des potions en combinant des substances et des pièces d'or. Vous ouvrirez alors le menu des actions et vous allez sélectionner entre 1 à 3 substances et le nombre de pièces d'or que vous souhaitez dépenser. L'application vous annoncera le résultat. Et vous retrouverez la forge, où également une fois par quête, pour une action de base, vous allez pouvoir utiliser du mana et des pièces pour améliorer une arme. Encore une fois, vous allez utiliser l'application, où vous allez renseigner le rang de l'arme ainsi que les pièces que vous souhaitez dépenser. L'esprit des runes vous propose alors 3 améliorations, vous en choisirez une en mettant à jour vos caractéristiques de votre fiche.
Et pour terminer, vous allez pouvoir retrouver l'extension Dragon. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Eh bien déjà 3 nouvelles quêtes dédiées à traquer, affronter et peut-être terrasser ce dragon légendaire. Celui-ci dispose bien sûr de sa figurine et de 6 cartes sorts. En plus d'avoir des stats hors normes, au début de chacun des tours du Maître des Ombres, il va pouvoir piocher la première carte sort de son paquet. Cette carte peut être jouée à la place de l'action de base. Et en plus de ça, la première fois que le dragon perd tous ses points de vie, il en regagne 10. Et bien sûr, quand il attaque, il va toucher tous les aventuriers dans sa zone d'attaque. Et voilà, vous avez à présent un bel aperçu de toutes les extensions des runes. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à vous aventurer dans les donjons. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!